À chaque fois que je vois ce graphe, ça me rend zinzin. Chaque année, le journal Le Monde Diplomatique met ce graphique à jour pour illustrer le contrôle des grandes fortunes sur le paysage médiatique français. Alors, on est d'accord, vu comme ça, c'est pas hyper lisible, mais je vous propose qu'on décortique tout ça ensemble. Parce que oui, votre journal, votre magazine, votre radio, votre chaîne de télé et peut-être même votre média en ligne préféré est très probablement détenu par un milliardaire. Alors, pourquoi les ultra-riches s'intéressent autant aux médias ? Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi c'est dangereux pour notre démocratie? Et est-ce qu'on est condamné à ce que ce soit le cas ou est-ce qu'il y a d'autres alternatives? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Les amis, avant de commencer, laissez-moi vous parler de Saxo Bank. Si vous voulez vous lancer dans l'investissement, mais que vous savez pas trop par où commencer, Saxo Bank est là pour vous. Avec Saxo Bank et le PEA, le plan d'épargne en actions, vous pouvez investir dans des actions européennes ou même des ETF, en gros un panier d'actions qui suivent les indices boursiers comme le CAC 40 en France ou le Nasdaq aux États-Unis. D'ailleurs, avec le PEA, vous investissez tout en profitant d'une exonération d'impôts sur vos profits après 5 ans. Et bon, là où Saxo Bank se démarque, c'est sur les tarifs. Déjà, ils sont ultra compétitifs, mais surtout, vous avez une sélection d'ETF sans frais à l'achat. En gros, 0 € de frais pour commencer à investir. Par ailleurs, avec leur appli Saxo Investor, l'expérience est vraiment très simple, intuitive et accessible, même si vous débutez. Et c'est important de le rappeler, Saxo Bank est régulé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Si ça vous intéresse et que vous voulez tester Saxo Bank, vous avez l'équivalent de 500 € de frais de courtage offerts avec mon lien en description. Bon, mais pour comprendre comment les milliardaires se sont emparés du monde des médias et comment on arrive à la situation d'aujourd'hui, comme souvent, il faut remonter un peu dans le temps. On est dans les années 1920. La Première Guerre mondiale vient de se terminer et un parfumeur à succès, un certain François Coty, fait beaucoup parler de lui. Ce mec, c'est un industriel, c'est aussi un des hommes les plus riches de France et il veut pas seulement que les Français sentent bon, il veut aussi qu'ils pensent bien. Et penser bien, pour François Coty, ça veut dire qu'il pense comme lui. François Coty, il est fermement contre le régime parlementaire de l'époque, il est anticommuniste et il aime pas vraiment les étrangers non plus. Il est aussi très admiratif de Benito Mussolini, le leader fasciste italien. Alors, pour peser sur la politique française, François Coty, il décide d'investir massivement dans la presse. Il va mettre comme ça la main sur Le Figaro et fonde le journal d'extrême droite, L'Ami du Peuple. Coty en devient alors propriétaire. Et là, attention, je quitte une seconde la vie de ce monsieur Coty pour vous expliquer une distinction qui est hyper importante pour toute la vidéo. Quand on achète un média, il y a 3 options, on va dire. Soit on l'achète en entier et on en devient le propriétaire, et alors là, c'est la liberté quasi totale. On peut le renommer, on peut virer tout le monde, et on peut même tout recommencer à zéro si on veut. Soit on en achète une part, une partie quoi. Et cette part, elle peut être majoritaire, ce qui nous donne un grand pouvoir de décision, ou alors cette part, elle peut être aussi minoritaire. Et dans ce cas-là, on doit se mettre d'accord avec les autres détenteurs du média pour prendre des décisions entre actionnaires. Voilà, point théorique de comment on devient acquéreur d'un média terminé. On revient à François Coty qui devient donc propriétaire de plusieurs journaux. C'est le début de la construction d'un véritable empire médiatique qui lui donne déjà un grand pouvoir sur l'opinion publique à l'époque. À partir de 1945, l'État français s'empare de l'audiovisuel et impose son monopole. C'est un truc de ouf, hein. L'État est alors le seul acteur autorisé à diffuser à la télévision ou à la radio. Le pouvoir politique influence donc directement le contenu qui est diffusé et dans les années 60, le ministère de l'Information donne carrément son avis sur les nouvelles qu'il faut traiter chaque jour au JT. Ouais, en matière de liberté de la presse, on a connu mieux. Bon, après, là, on se parle de la télé et de la radio et je pense que c'est pas mal de rappeler quand même que avant 1965, moins de 25% des foyers français ont une télé. En vrai, le cœur des médias, à cette époque, ça reste la presse écrite. Mais enfin, cette proximité avec l'État, elle va être très vivement critiquée au moment de mai 68. Les journalistes accusent alors le gouvernement de censurer leur couverture médiatique des manifestations, ce qui débouchera sur une grève de 7 semaines des journalistes et des techniciens de l'audiovisuel public. Même si aujourd'hui ça peut nous paraître loin, ce monopole de l'audiovisuel public, il va durer quand même un petit moment. Précisément jusqu'aux années 80. En fait, c'est en 1981 que tout va changer.
le nouveau président de la République française, le socialiste François Mitterrand, initie ce qu'on appelle la libéralisation du secteur audiovisuel. Autrement dit, à travers plusieurs réformes, Mitterrand permet à de nombreux médias audiovisuels privés de se lancer, ce qui va contribuer à créer le paysage médiatique qu'on connaît aujourd'hui. C'est un énorme bouleversement dans le secteur et c'est à partir de là qu'un vrai business des médias va émerger. Moins de 3 ans après cette mesure, Canal+, la première chaîne de télé privée, naît. Avec Canal+ et la libéralisation des médias viennent de belles promesses. En fait, l'objectif de cette ouverture, c'est de favoriser la pluralité des médias, c'est-à-dire le fait d'avoir des médias avec des tons et des lignes éditoriales différentes. Il faut qu'il y en ait pour tous les goûts et surtout qu'on évite une trop grande concentration des médias dans les mains de l'État. En 1985, François Mitterrand annonce la création de 2 nouvelles chaînes de télé privées et gratuites. Et l'une d'elles, c'est la 5, dont on va beaucoup parler à l'époque. Sous l'impulsion de Silvio Berlusconi, l'un de ses propriétaires, elle va devenir précurseur de la télé low cost des années 80. Avec des séries américaines, des flash infos tout le long de la journée, des films de cul, des contenus violents et sensationnels. On dit parfois qu'avec la naissance de la 5 a démarré aussi le nivellement par le bas de la télé française. Et pas moins d'1 an après l'ouverture de la 5. Depuis hier, c'est officiel, la privatisation c'est pour TF1, Antenne 2 reste publique et FR3 connaîtra son sort à la fin de l'année prochaine. En 1986, TF1 devient la première chaîne publique à être privatisée. Parce que oui, la 1, à l'époque, c'était public. C'est le groupe Bouygues, spécialiste du BTP, donc de la construction et des travaux publics, qui rafle la mise et met un pied dans le monde des médias. 1 an plus tard, la chaîne M6 est créée par le groupe RTL, un groupe que la famille Mohn, grande fortune de l'industrie allemande, va progressivement racheter pour en devenir actionnaire majoritaire en 2001. Et côté radio, on assiste aussi au lancement de nombreux acteurs privés dans la musique, comme Énergie, RTL2 ou Skyrock. La super radio. Skyrock, la super radio. Et dans la presse papier aussi, de puissants groupes se constituent petit à petit. Dans les années 80-90, Jean-Luc Lagardère, un capitaine d'industrie qui a fait fortune, principalement dans l'automobile, l'aéronautique et l'armement, rachète les magazines Elle, Paris Match, la radio Europe 1 ou encore le Journal du Dimanche. Mais le patron de presse le plus influent de l'époque, c'est un type qu'on connaît beaucoup moins aujourd'hui, un certain Robert Hersant, qui est le propriétaire du Figaro, de La Voix du Nord, du Midi Libre et de tout un tas d'autres journaux. Hersant, il s'inquiète que la presse papier se vende de moins en moins et il a raison. À ce moment-là, la télévision s'impose comme le média dominant et en plus d'accaparer l'attention de potentiels lecteurs, la télé siphonne aussi les revenus publicitaires de la presse écrite. Bref, pour le papier, ça va mal, la lecture des journaux baisse, à tel point que de grands titres mettent la clé sous la porte. Avec l'arrivée d'Internet dans les années 2000, le déclin du papier s'accélère. Les lecteurs s'informent gratuitement en ligne et voient plus vraiment l'intérêt de payer pour accéder à de l'information. Et tout ça, ça se ressent très concrètement dans les caisses des journaux. Regardez ce graphe. Cette courbe-là, en bleu, c'est celle des revenus de la pub de la presse écrite française. On passe de 4,6 milliards d'euros en 2006 à 1,7 milliard d'euros en 2021. Pour continuer d'exister, les journaux qui survivent ont besoin d'argent frais. C'est un boulevard pour les riches industriels qui peuvent désormais racheter ces titres pour une bouchée de pain pour les sauver. Le grand capital peut désormais s'acheter l'information. Désormais, à chaque fois qu'un média sera en vente, plusieurs grandes fortunes se bousculeront au portillon pour le racheter. Petit à petit, sans faire de bruit, l'information se concentre entre les mains d'une petite poignée d'ultra-riches. Alors on parle de qui? Parce que c'est vrai, je vous parle d'eux depuis le début de la vidéo. Mais on va peut-être commencer à dire leur nom. Qui sont cette poignée d'ultra-riches qui possèdent la majorité des médias en France? Eh bien en fait, vous allez voir, leurs profils sont assez différents. Mais avant d'entrer dans le dur, c'est ici que je vous propose de vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et celui de mon équipe. Je précise aussi que, comme d'habitude, toutes mes sources sont détaillées dans un document dédié en description. Bon, je vais pas vous faire un classement à la Forbes, du plus riche au moins riche. Alors, j'ai pris 7 des ultra-riches qui possèdent le plus de médias en France. Je les ai regroupés en 3 catégories et vous allez voir que quand certains veulent imposer leur idéologie, d'autres veulent juste redorer leur blason, leur image ou carrément acheter le silence des journalistes. Pour commencer, laissez-moi vous présenter les conservateurs libéraux. You win.
Chez les conservateurs libéraux, on retrouve notamment Bernard Arnault, le propriétaire du Parisien, des Échos, de Paris Match et de l'Opinion, mais aussi de Radio Classique et l'actionnaire majoritaire de l'hebdomadaire Challenge. Accessoirement, Bernard Arnault, c'est surtout le roi du luxe. Il est à la tête du groupe LVMH et possède des marques prestigieuses comme Louis Vuitton, Dior ou encore le champagne Veuve Clicquot. C'est l'homme le plus riche de France et selon les années, c'est même carrément l'homme le plus riche du monde. Actuellement, sa fortune est estimée à 154 milliards de dollars. On parle de 3 fois rien, quoi. Pour Bernard Arnault, posséder des médias, c'est une façon de défendre ses intérêts économiques tout en obtenant l'attention des puissants, même si lui s'en défend. Ce qu'il va revendiquer, Arnault, c'est surtout ça. C'est de faire en sorte que ces entreprises réussissent à redevenir rentables. Bon, mais cet objectif de rentabilité est encore bien loin d'être atteint. En fait, ça fait des années que le Parisien, par exemple, il perd plusieurs millions d'euros chaque année. D'ailleurs, Bernard Arnault serait en train d'essayer de se séparer du journal. Le roi du luxe applique la même recette au monde des médias que dans ses affaires. Il achète tout ce qui brille. Le journal Les Échos, par exemple, c'est la référence des milieux économiques en France, avec Challenge. Le Parisien, c'est la référence du quotidien populaire. L'Opinion, c'est le quotidien libéral et pro-business par excellence. Et Paris Match est reconnu pour son photojournalisme et ses photos des people ultra premium. Tous ces titres lui permettent donc d'avoir beaucoup d'influence et de faire taire les critiques. En 2015, par exemple, lorsque le film Merci Patron, réalisé par le documentariste, désormais homme politique François Ruffin, enquête sur Bernard Arnault et son empire, les journalistes du Parisien ont tout bonnement interdiction d'en parler. Et l'influence de Bernard Arnault dans la presse ne se limite pas au titre qu'il possède, non. Son empire est aussi l'un des principaux annonceurs publicitaires de la presse française. C'est un nouveau moyen d'appuyer là où ça fait mal, l'argent. En 2017, quand Le Monde révèle qu'une partie des actifs de Bernard Arnault est placée dans des paradis fiscaux, le milliardaire décide de sanctionner le quotidien et retire jusqu'à la fin de l'année les publicités de LVMH. C'est un manque à gagner colossal pour le journal Le Monde. Résultat, 600 000 € en moins. Politiquement, Arnault, c'est un partisan du statu quo. L'important pour lui, c'est que, au sein des gouvernements, comme au cœur de la société, ça reste stable. Après tout, la stabilité, c'est bon pour le business. Autant vous dire que Nanar, il doit pas être ravi du climat politique actuel. Arnault incarne une droite économique, libérale, sans prendre trop position publiquement sur les sujets de société ou les débats culturels. Et pour incarner cette idéologie libérale, qui de mieux qu'un politique comme Emmanuel Macron, dont le patron de LVMH est par ailleurs très proche. En 2016, avant qu'Emmanuel Macron ne soit élu pour la première fois, mais qu'il est déjà ministre de l'économie, les couples Macron et Arnault dînent très régulièrement ensemble. Et le temps n'a pas abîmé cette belle amitié. C'est beau. En 2024, le président de la République envoyait même une petite vidéo pour la fête d'anniversaire des 80 ans du Parisien, organisée par Bernard Arnault. Bon, mais tous nos milliardaires ne sont pas des intimes du chef de l'État. Mais enfin, c'est vrai que c'est quand même pas mal d'être copain avec le pouvoir en place, et c'est le cas d'autres conservateurs libéraux, comme la famille Dassault, par exemple. Historiquement plus proche de la droite, une proximité bien pratique, puisque le business des Dassault, l'aviation militaire, c'est un secteur intimement lié au pouvoir et à la défense. L'ancien patriarche, Serge Dassault, a même été sénateur français. Avec une fortune estimée à seulement 32 milliards d'euros, leur empire médiatique est plus modeste, c'est vrai, que celui de Bernard Arnault. Mais ça reste quand même pas mal. En 2004, les Dassault mettent la main sur Le Figaro, un journal connu pour être à droite de l'échiquier politique. Et 19 ans plus tard, les Dassault achètent aussi Gala, un prestigieux magazine de presse people. Pas beaucoup de titres, mais des titres qui pèsent. Le Figaro, c'est pas rien quand même. À côté de ces conservateurs libéraux, on retrouve une deuxième catégorie d'ultra riches, à mi-chemin entre le centre droit et le centre gauche. Je vais les appeler les centristes libéraux. Tu veux qu'on se retrouve dans le parking? Viens, viens! Et le plus connu d'entre eux, c'est certainement Xavier Niel. Niel, c'est un redoutable homme d'affaires, il est archi proactif dans la presse, propriétaire de nombreux titres de presse régionale, je pense à Nice Matin ou France Guyane. En 2015, il cofonde également Media One, un mastodonte de l'audiovisuel européen. Et Media One, bon, on les connaît pas forcément, mais écoutez-moi bien, ce sont des géants de la prod. Media One, c'est le groupe qui produit HPI, Le Comte de Monte Cristo, Miraculous ou encore des émissions sur le service public, comme C'est à vous. Et c'est pas tout. Xavier Niel, il est également actionnaire majoritaire du quotidien Le Monde et des hebdomadaires Télérama et Courrier International jusqu'en 2024. En fait, cette année-là, Xavier Niel cède la quasi-totalité de ses parts dans ces 3 journaux à un fonds d'indépendance. En gros, un organisme d'intérêt général à but non lucratif
dont l'objectif est de soutenir le journalisme d'investigation et de lutter contre la désinformation. Xavier Niel, il investit aussi beaucoup dans le web, à hauteur de centaines de boîtes par an. Il a participé au lancement de Brut ou de L'Informé, qui est un journal en ligne d'investigation économique. Et parmi ces centaines de boîtes, en 2021, il est devenu actionnaire minoritaire à moins de 10% de mon agence Intello. Intello représente aujourd'hui 25 créateurs de contenu de savoir et d'impact et nous permet d'avoir des deals avec des annonceurs. C'est important de vous le dire par transparence, mais je veux aussi préciser qu'on parle bien de la régie pub et pas de ma société de production où je détiens, moi, Gaspard, 100% du capital. Et c'est important parce que ça garantit ma totale indépendance éditoriale. Parmi les milliardaires, Xavier Niel, c'est un joueur un peu à part qui aime bousculer les codes, mais jamais le système. Le patron du géant des télécoms, qui a fait fortune en fondant Free, s'illustre souvent sur le réseau social X avec ses tweets souvent viraux, avec un langage de jeunes, enfin je sais pas trop comment dire ça autrement, ou carrément sur YouTube. Bon, en fait, faut bien préciser que Niel, chez Hot Ones ou chez C'est à vous, le mec, il est chez lui, littéralement, puisque les deux programmes sont produits par Media One, dont je vous rappelle, il est cofondateur. Bon, mais derrière cet air détendu, Xavier Niel, c'est clairement pas un enfant de cœur. Ses activités dans la pornographie et le téléphone rose ont provoqué plusieurs scandales. Il a été la cible de plusieurs enquêtes sur des pratiques de fraude ou d'optimisation fiscale. Dans les années 2000, il va carrément poursuivre en justice plusieurs journalistes qui publient des articles qui ne lui plaisent pas. Certains l'accusent même d'avoir dit « Quand les journalistes m'emmerdent, je prends une participation dans leur canard et ensuite ils me foutent la paix ». Niel se défend en disant que c'était, je cite, une boutade. Et même s'il se la joue entrepreneur cool, Xavier Niel fait partie des hommes les plus puissants du pays. Un pouvoir qui s'étend même dans la sphère intime, puisqu'il est marié à une certaine Delphine Arnault. Et oui, le monde des milliardaires est tout petit. De 2018 à 2023, Xavier Niel partage la propriété du groupe Le Monde avec un certain Daniel Kretinsky, qu'on peut également caser dans cette catégorie des centristes libéraux. Alors Kretinsky, c'est un industriel tchèque et en quelques années, cet homme étranger que personne ne connaissait se met à acheter frénétiquement des entreprises et des médias français. Une manière de s'implanter durablement dans la vie du pays, de diversifier ses activités et aussi de porter ses convictions pro-européennes et anti-GAFA dans l'opinion. Je suis tout simplement convaincu que la presse est absolument fondamentale aujourd'hui pour protéger les grandes valeurs de notre société, pour protéger la démocratie libérale en Europe. Il nous faut une régulation de GAFA beaucoup plus juste. Kretinsky, il investit dans le média en ligne Loopsider, dans les magazines Elle et Télé 7 jours, le journal Marianne, ainsi que dans la nouvelle chaîne de la TNT, T18. Kretinsky rachète également l'immense groupe d'édition français Editis en 2023, qui est quand même le numéro 2 du secteur de l'édition en France, dans lequel on retrouve entre autres les éditions Robert Laffont et Nathan. C'est pas mal pour un petit nouveau, d'autant qu'il est aussi derrière le lancement de l'hebdomadaire Franc-Tireur, un journal qui résume à lui tout seul la ligne politique pro-européenne de Kretinsky, ni d'extrême gauche, ni d'extrême droite. Modéré ou d'extrême centre, diront certains. Mais c'est pas pour autant que Daniel Kretinsky aime la contradiction. En 2024, alors qu'il est en désaccord avec la ligne éditoriale de Marianne, il décide de mettre en vente le journal. Mais comme il n'arrive pas à le vendre, Kretinsky se contentera de changer la direction de la rédaction l'année suivante. Bon, et le dernier de la bande des centristes libéraux, il s'appelle Rodolphe Saadé. Saadé, c'est le propriétaire de CMA-CGM, l'une des plus grosses entreprises de transport et de logistique du monde. Avec le Covid-19, le prix du transport maritime explose et sa fortune aussi, soutenue par une optimisation fiscale parfaitement menée. Et cette fortune, Rodolphe Saadé la consacre en partie à racheter des médias comme La Provence, Corse Matin, La Tribune, BFM TV ou encore RMC. Et autant vous dire qu'en la matière, le logisticien franco-libanais a un appétit féroce. Vous avez failli racheter M6 avec Stéphane Courby. Finalement, Bertelsmann a renoncé à vendre. C'est fini M6 ou vous allez refaire une offre dans quelques mois? Les médias m'intéressent. Et quand j'ai commencé à regarder M6, je me suis dit pourquoi, avec un groupe d'investisseurs français, ne pas essayer de tenter notre chance et de récupérer M6. Donc pour l'instant, la route est fermée, mais on ne sait jamais. Il y a d'autres médias qui vous intéressent? Je regarde tout. Le sujet m'intéresse, donc je regarde. En septembre 2025, Rodolphe Saadé rachète le média en ligne Brut, une acquisition très stratégique qui étend son empire médiatique aux réseaux sociaux et à un public plus jeune. Saadé, il est plutôt discret sur ses opinions, il assure ne pas vouloir faire de la politique, même si, bon, le type s'affiche quand même avec Emmanuel Macron ou Donald Trump, et il se présente avant tout comme un simple entrepreneur.
Mais comme souvent, sa passion pour les médias n'a rien de philanthropique. En 2024, Rodolphe Saadé est soupçonné d'avoir mis à pied le directeur de la rédaction de La Provence car il aurait été trop anti-Macron. Heureusement pour lui, il a fini par être réintégré suite à une grève des équipes du journal. Reste désormais le troisième groupe d'ultra-riches qui rachète des médias en France aujourd'hui, ceux que j'ai appelés les militants. Je n'inspire la terreur à personne. Alors je les ai nommés comme ça parce que, vous allez voir, ceux-là cachent beaucoup moins leurs opinions politiques que les autres. Au moins on ne peut pas leur reprocher un manque de clarté. Et ils assurent même défendre un projet politique à travers leurs médias. Bon, alors là, vous me voyez venir gros comme une maison. Effectivement, le premier représentant de cette catégorie, c'est bien sûr le très médiatique Vincent Bolloré. Bolloré, il possède l'immense groupe Canal+, mais aussi CNews, Europe 1, Femme Actuelle, Voici. Son empire médiatique n'a pas de frontières et partout où il passe, la marque Bolloré, très conservatrice, est clairement visible. En 2023, il rachète le groupe Lagardère après de longs mois de combat avec la Commission européenne. Parce que oui, en Europe, pour préserver la concurrence et éviter la formation de monopoles, les projets de fusion-acquisition doivent être validés par la Commission européenne. Et dans le groupe Lagardère, il y a notamment Hachette. Hachette, c'est le premier groupe d'édition français. Et à peine un an après le rachat par Bolloré, le livre du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, paraît chez Fayard, propriété d'Hachette. C'est la première fois qu'une grande maison d'édition française accepte de publier un homme politique d'extrême droite. En 2016, Vincent Bolloré rachète la chaîne iTélé, rapidement renommée CNews. Et au-delà du nom, c'est son contenu qui va changer. Là où iTélé, c'était une chaîne classique d'information en continu, CNews va rapidement être accusée de devenir une chaîne d'opinion. En 2021, CNews est carrément mise en demeure par le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel. En gros, c'est un peu le gendarme de la télé et de la radio en France, pour manquement à ses obligations en matière de pluralisme politique. Faut dire que l'antenne de Bolloré n'avait pas pris la peine de déclarer le temps de parole d'un candidat du Rassemblement national, pourtant invité 9 fois en 2 semaines. Parce que oui, en France, pour assurer la pluralité des opinions, à la télévision et à la radio, il y a des règles. On ne peut pas faire parler qu'un seul parti politique tout le temps. Et il faut déclarer le temps de parole de chaque personnalité politique sur le média. Mais c'est pas le seul exemple de l'idéologie conservatrice que transmettent les médias de Bolloré. Éric Zemmour, vraiment, il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Il faut renverser la table. C'est-à-dire qu'il faut que ces jeunes, comme le reste de l'immigration, ne viennent plus tous. Pas tous. Tous, Christine, tous. Pourquoi ? Mais parce qu'ils n'ont rien à faire ici, je vous le répète. Et s'ils sont souffrants ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. Des invités comme Éric Zemmour, CNews en accueille à la pelle. Regardez ce graphe, les amis. Il montre la répartition des invités politiques dans différentes émissions télé. Et si vous regardez CNews, l'extrême droite est très largement plus invitée qu'ailleurs. Et c'est pareil sur les autres chaînes du groupe Bolloré. Claire Secaille, qui est chercheuse au CNRS, révèle que fin 2021, 53% du temps d'antenne dans l'émission Touche pas à mon poste de C8 est accordé à des candidats d'extrême droite, contre à peine 7,6% pour des candidats de gauche. Avec le temps, le terme « bollorisation » s'est même imposé dans le débat public pour évoquer l'évolution des médias vers une idéologie plus conservatrice, une fois qu'ils sont rachetés par le multimilliardaire breton. Mais malgré ça, Vincent Bolloré assure pourtant en 2024, devant les députés, sous serment le mec, qu'il ne fait pas de politique avec ses médias. Quant aux chaînes gratuites dont vous parlez tout à l'heure et de CNews, pourquoi est-ce que CNews est un succès ? Voilà, parce que CNews raconte la vérité, reçoit tout le monde, enfin en tout cas tous ceux qui veulent y aller, et que c'est aujourd'hui un espace de liberté. C'est pour ça que CNews marche. Bon, et la gauche dans tout ça ? Bah ouais, la gauche, faut en parler. Eh ben, la gauche, elle a aussi son champion. Mais c'est le seul qui n'est pas milliardaire dans cette liste. Et ce champion, il s'appelle Mathieu Pigasse. Enfin, bien qu'il se dise homme de gauche, Pigasse connaît tous les rouages du grand capital, puisqu'il est banquier d'affaires. Mathieu Pigasse bâtit un empire du secteur musical en rachetant de nombreux festivals comme la Route du Rock, Golden Coast, les Eurokéennes, Rock en scène ou encore Wheel of Green. C'est donc pas tellement une surprise de le voir à la tête de l'hebdomadaire de musique Les Inrecuptibles et de Radio Nova, qui a accueilli récemment Guillaume Meurice et sa bande après que l'humoriste ait été viré de France Inter. En plus de ça, Pigasse y possède une partie du site d'information le Huffington Post et de 2010 à 2023, il était actionnaire minoritaire du journal Le Monde.
Et c'est beaucoup quand on sait que Pigasse, c'est qu'un simple multimillionnaire et non pas un milliardaire. Et je vous le précise quand même, parce que Mathieu Pigasse, il aimerait bien acheter plus de médias. Il s'en cache pas, mais il en a pas les moyens. Bon, vous inquiétez pas, il vit très bien quand même, mais Pigasse n'en démord pas pour autant. Il a un vrai projet médiatique. À ses yeux, il est important que son camp, la gauche, soit plus représenté dans les médias. Le deuxième principe fondamental en matière de médias, c'est le pluralisme. C'est de s'assurer qu'en effet, il peut bien évidemment y avoir des médias de droite ou d'extrême droite qui répondent à un besoin, une nécessité, j'en sais rien. Mais il doit y avoir en face des médias de gauche et d'extrême gauche. Et pour ça, il faut s'assurer, notamment les financements, il faut qu'il y ait des gens qui soient là pour soutenir ces médias. Et c'est marrant parce que même quand c'est évident qu'ils suivent un agenda politique, les ultra-riches n'assument pas toujours leur position. Vous l'avez vu avec Bolloré, et de ce point de vue-là, Mathieu Pigasse, on va dire que c'est plutôt une exception. Ouais, parce que quand on demande aux autres pourquoi ils possèdent des médias ou comment ils les gèrent, voilà ce qu'ils disent. Je ne le regarde pas comme une influence, je regarde comme une activité qu'on peut développer. Et c'est là où moi j'interviens en tant que nouvel actionnaire en leur donnant des moyens à BFM pour pouvoir grandir, se développer à l'international et être encore plus rentable qu'aujourd'hui. Moi, je suis pour la liberté de la presse et donc je suis pour la liberté des journalistes. Je n'interviens jamais sur la ligne éditoriale de mes journaux. Je suis actionnaire de journaux de la gauche la plus extrême, qui est par exemple le Monde diplomatique, et je suis actionnaire de journaux très très à droite. C'est le jeu. À les entendre, les raisons pour lesquelles ces ultra-riches rachètent des médias sont soit très honorables, soit très capitalistes. Mais est-ce que ces discours sont vraiment sincères? En fait, qu'ils assument publiquement ou non leur positionnement politique, ils ont tous un intérêt à investir dans le secteur. Pour certains, c'est avant tout du business. La télévision, par exemple, ça peut être hyper rentable. Prenons TF1, par exemple. Ça génère 206 millions d'euros de bénéfices en 2024. Mais posséder des médias, ça peut être aussi une façon d'éviter les enquêtes embarrassantes à propos de ses propres affaires. Si, en théorie, un journaliste doit pouvoir enquêter et écrire sur tout ce qu'il juge important de faire savoir au grand public, même quand ça concerne son patron, c'est parfois plus compliqué en pratique. Le Figaro, par exemple, peut difficilement publier des infos gênantes sur le groupe d'aviation Dassault. Bah ouais, c'est son propriétaire, ça va foutre une drôle d'ambiance après en conseil d'administration. Du coup, vous vous en doutez, les enquêtes sur Dassault ne sont quasiment jamais relayées par le journal et elles proviennent toujours d'autres médias. Et les Dassault, c'est pas les seuls à imposer ce silence. En 2024, alors que Rodolphe Saadé répond à des questions de journalistes de BFM TV, média qu'il vient de racheter par ailleurs, voilà ce qu'il affirme. Visiblement, il y a un scandale à la CNRACGM qui fait la une de nos antennes. Ouais, je sais comment. Pas bien. Je ne vais pas vous raconter d'histoire, mais je ne considérerais que c'est très agressif de la part d'un des médias qui appartient au groupe d'avoir une attitude agressive vis-à-vis de son actionnaire. Et puis, même sans censure imposée par un patron, l'autocensure est très présente chez les journalistes. Mais heureusement, parfois, on a quand même de bonnes surprises sur la liberté éditoriale des journalistes. Avoir un milliardaire à la tête d'un média n'empêche pas toujours de faire travailler des journalistes indépendants sur de grosses enquêtes et de faire éclater des révélations, parfois même sur leur propre patron. Et pour certains ultra-riches, les médias leur permettent aussi d'avoir leurs entrées. Un journaliste du Monde, par exemple, raconte que quand Xavier Niel lui aurait assuré qu'avant d'investir dans le secteur des médias, il devait attendre plusieurs mois pour avoir un rendez-vous dans les ministères, après son investissement dans le journal Le Monde, ce délai se serait réduit à moins de 2 jours. Bon, Arnaud, Dassault, Niel, Kretinsky, Saadé, Bolloré, Pigasse, même si j'ai décidé de me pencher sur ces 7-là, sachez qu'ils sont pas tout seuls. J'aurais pu citer aussi Arnaud Lagardère, qui a longtemps possédé de nombreux médias et qui est aujourd'hui président de Prisma Media, Martin Bouygues, qui est propriétaire de TF1 et donc par extension de TMC, de LCI, François Pinault, propriétaire du journal Le Point, la famille Mohn, propriétaire de Bertelsmann, le premier groupe européen de communication, qui détient entre autres RTL, M6 ou W9, Alain Veil, qui est actionnaire majoritaire de l'Express, ou encore Patrick Drahi, qui possédait BFM ou RMC jusqu'en 2024 et qui possède encore Libération via un fonds d'indépendance. Mais bon, faut bien s'arrêter à un moment donné. Et puis, vous l'avez vu récemment, il y a un certain Pierre-Édouard Stérin qui a fait beaucoup parler de lui avec ses projets d'empire médiatique. C'est un petit nouveau dans la bande des milliardaires conservateurs qui veulent peser sur l'opinion. Enfin, j'allais pas vous reparler de lui parce que je lui ai déjà consacré une vidéo entière sur la chaîne. Bon, mais en fait, qu'il soit 7, 10 ou même 50, le problème reste le même. Notre système médiatique est extrêmement concentré entre les mains de ces super fortunes. Et ça, sérieusement, c'est quelque chose qui devrait toutes et tous nous interroger en tant que citoyens. Est-ce que ça nous dérange pas un peu? Est-ce que c'est vraiment souhaitable pour la démocratie que nos médias soient tous détenus par des milliardaires?
Bon, ok, les ultra-riches sont partout. Et on pourrait se dire que c'est comme ça, qu'on n'y peut rien, et qu'il est impossible de s'informer autrement qu'avec leurs médias. Mais bonne nouvelle, il existe des alternatives. Les médias du service public en sont une, comme Radio France ou France Télé. Alors comment ça marche ? Ils sont financés par tous les Français, via l'impôt, et en tant que service public, ils ont la mission d'offrir une information fiable et des programmes diversifiés, pluralistes, qui représentent tous les Français. C'est pas toujours le cas, mais on y reviendra. Aussi, quand on voit l'âge moyen des auditeurs du service public, on se dit qu'un peu d'innovation ferait pas de mal pour intéresser les jeunes à ces médias. Niveau opinion politique aussi, la radio publique est censée représenter toutes les sensibilités. Et vraiment, c'est pas le cas aujourd'hui. Si on prend une radio très populaire du service public, comme France Inter, que j'aime bien par ailleurs parce que j'ai travaillé pour France Inter, et selon une enquête IFOP Marianne de 2024, France Inter est écoutée à 71% par des électeurs de gauche. Pas dans une chaîne qui serait d'opinion, qu'elle soit écoutée davantage par des gens qui votent à gauche, c'est ce que montrait ce sondage-là. Je ne peux pas le contester si le sondage le dit. Ce qui est sûr, c'est que les personnes qui fabriquent ces émissions et la ligne, le cap de l'antenne, c'est un cap pluraliste. Résultat, l'audiovisuel public est perçu à raison par une partie de la population française comme déconnecté des préoccupations des Français. La droite et l'extrême droite l'attaquent aussi sur son coût, avec un budget de presque 4 milliards d'euros en 2025, et donc le service public est de plus en plus menacé. J'aimerais insister là-dessus, on a besoin de l'audiovisuel public en France. On doit chérir ce service public, c'est une chance, c'est une protection face à la montée de la privatisation des médias et des intérêts privés que beaucoup de démocraties n'ont pas aujourd'hui. Tous les Français y ont intérêt, peu importe leurs opinions politiques. Mais c'est vrai que ce service public, il doit faire en 2025 un effort pour s'adresser à l'ensemble des Français. Et au-delà de ça, il y a aussi la presse indépendante qui peut être une solution pour faire face à l'emprise des milliardaires sur les médias. Pour Julia Cagé, qui est économiste et qui a écrit le bouquin « Sauver les médias », c'est même le nerf de la guerre. En gros, la presse indépendante qui se finance tout seul, grâce à des dons, avec un abonnement ou avec de la publicité quand ils estiment que ça ne nuit pas à leur indépendance. Et en France, des médias indés, on en a. Et on en a pas mal même. L'un des plus connus et des plus anciens, c'est Le Canard Enchaîné, un hebdomadaire satirique célèbre pour ses enquêtes. Au Canard Enchaîné, ils sont par exemple à l'origine de la révélation en 2017 de l'emploi fictif de la femme de François Fillon, ancien Premier ministre, candidat de la droite à la présidentielle. Pour garantir son indépendance, le capital du Canard Enchaîné est verrouillé, c'est-à-dire protégé du rachat par un milliardaire. Il y a aussi Mediapart, que vous connaissez sûrement, qui est un média uniquement accessible en ligne et qui s'est fait connaître pour avoir fait éclater en 2012 l'affaire Kadhafi, du nom du dirigeant libyen qui aurait financé illégalement la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Mediapart, c'est un peu une référence en matière de médias d'investigation libres et indépendants. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter, c'est leur slogan depuis longtemps. Mais enfin, si on est tout à fait exact, plusieurs actionnaires, dont Xavier Niel, ont filé du fric à Mediapart au moment de leur lancement en 2008, dans une société appelée les Amis de Mediapart. Bon, depuis, leurs parts ont été rachetées par le média qui est donc totalement indépendant. Mais il y a aussi Reporter, Disclose, Les Jours, Street Press ou encore Blast. Et vous l'aurez sûrement remarqué, pour la plupart, ces médias sont engagés à gauche. Et c'est pas un hasard. Les médias indépendants ont souvent un positionnement politique plus ou moins explicite, ce qui leur permet justement de retenir une communauté prête à les soutenir financièrement. Et puis, depuis quelques années, il y a un autre type de néo-médias indépendants qui émergent sur les réseaux sociaux, les créateurs de contenu, d'information et de politique. Je pense à Jean Massier, à Hugo Décrypte ou à MaPomme. On travaille en collaboration avec des journalistes, on arrive à toucher un public très large. Je vais vous donner un chiffre qui m'a complètement choqué cet été. D'après la dernière étude Reuters, les contenus d'Hugo Décrypte sont vus chaque semaine par près d'un quart des moins de 35 ans. Un quart d'entre eux. Et ce chiffre illustre clairement une nouvelle tendance dans la manière de produire et de consommer l'information aujourd'hui. Pour autant, ce serait un peu con d'opposer ces deux mondes, nouveaux médias versus médias traditionnels. Les ponts entre ces deux écosystèmes sont de plus en plus nombreux. Des journalistes comme Charles Villa, OK Charlotte ou encore Justine Rex, qui travaillaient à la base pour des médias traditionnels, se lancent en indé sur les réseaux sociaux. Je pense aussi à un certain nombre de contenus qui sont produits par des créateurs et qui sont aujourd'hui diffusés et achetés par la télé. Alors, est-ce que ce nouveau modèle des créateurs de contenu d'information est parfait? Non. La dépendance aux milliardaires se transforme de plus en plus en dépendance aux algorithmes des plateformes, souvent détenus par des géants de la tech américains ou chinois, l'américain Google pour YouTube, l'américain Meta pour Instagram et Facebook, le chinois ByteDance pour TikTok, ce qui, à un moment donné, devrait peut-être nous poser à nous, Français et Européens, une petite question de souveraineté numérique.
Mais malgré tout, en tant que média ou créateur indépendant, on reste vachement plus libre que les médias tradis. Personne viendra nous faire chier, Hugo, Charles ou moi, si on décide de faire une enquête sur un scandale d'État aux Antilles par exemple, une interview avec un narcotrafiquant ou des questions que peu de journalistes poseraient au président de la République. Dans un monde de plus en plus complexe, on n'a jamais eu autant besoin de journalistes fiables qu'aujourd'hui. Avec l'explosion des fake news, des débats de pseudo-experts, des chaînes d'information continues, on a besoin de personnes qualifiées pour faire le tri entre ce qui est fiable ou pas et remettre les choses dans leur contexte. Et vous l'avez compris, mieux vaut que ça puisse se faire en totale indépendance des gros sous, des milliardaires. Les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner vraiment pour soutenir ma chaîne. D'ailleurs, maintenant, je vous rappelle que vous pouvez aussi retrouver mes vidéos en podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Vous avez qu'à taper Gaspard G où tous les liens sont en barre d'infos. Pensez à vous abonner à ça parce que ça permet de faire remonter les podcasts dans l'algo. Et au quotidien, c'est tout nouveau. Je vous donne rendez-vous sur Instagram où j'explique chaque semaine différents sujets d'actu. C'est du contenu totalement exclusif. Vous pouvez venir vous abonner là-bas. Bon, et si ce sujet vous a plu, je vous propose 2 autres vidéos de ma chaîne. Celle-là à gauche, je l'aime beaucoup. Je me suis demandé qui pourrait être l'avenir de la gauche pour 2027.